Bonjour et bienvenue dans ce Quantum 27. Et oui, ça continue, encore de l'actualité quantique. Et oui, ça faisait 4 semaines qu'on n'était pas venu vous voir et on est toujours là avec Olivier qui m'a bien rappelé que ça faisait trop longtemps qu'on ne vous avait pas parlé quantique. Ça Je va, crois même que Olivier? c'était plutôt 5 semaines, hein, en fait. Donc ça passe vite. Ah, non, mais ça passe tellement vite. Eh oui, mais ça va très bien, oui, oui. Bon, en tout cas, tu nous as accumulé toute l'actualité et on ne va rien rater de ce qui s'est passé ces 5 dernières semaines. Alors on commence très fort avec une médaille d'argent, la médaille d'argent du CNRS, qui était, reçue, par Antoine Brouès, qui est le CEO de Pascal, le cofondateur de Pascal et qui est aussi à l'IEGS. Alors, tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que c'est une belle récompense quand même. Bah oui, là, Antoine, on l'a déjà reçu dans les Décodes Quantum, hein, avec Richard. Il n'est pas CEO, hein, il doit être directeur scientifique ou Science Advisor de la startup Pascal qui crée un simulateur, un calculateur à base d'atomes froids. L'IOGS, pour les intimes, c'est l'Institut d'optique Graduate School, donc c'est le ex-sup optique. Bah, il faut savoir qu'Antoine Brouès, c'est quand même une star mondiale des atomes froids. Il a travaillé là-dessus depuis au moins à peu près une vingtaine d'années. Et la startup Pascal, qui est une des 4 startups du monde travaillant dans ce domaine-là, c'est une des plus en pointe, je dirais. Et ils ont publié beaucoup de papiers intéressants. Je crois qu'ils sont pas loin je dirais, de sédimenter leur approche avec de l'ordre de 200 qubits en mode simulation quantique avec leur machine. C'est pas mal, quoi. Alors, c'est pas le premier à avoir une médaille d'argent ou d'or, hein. Il y a Alain Aspect qui, au début des années 2000, avait eu la médaille d'or du CNRS. Pascal Sonnellard, qui est à peu près la même génération qu'Antoine, avait eu la médaille d'argent comme lui en 2014 pour ses travaux sur les générateurs de photons. Donc voilà, on a une belle brochette de scientifiques dans le quantique qui obtiennent cette médaille qui est multidiscipline, hein. Il n'y a pas que les quantum guys, hein, qui obtiennent ça au Non, mais c'est bien CNRS. parce que du coup, ça en fait 3 dans le Mm. domaine, mine de rien, Il y en a donc probablement eu c'est d'autres, hein, que je n'ai pas en tête, mais Pascal, on la connaît bien, donc c'est bien de la rappeler. Voilà. Non, puis c'est bien, hein, c'est 20 ans de travaux quand même, faut bosser, hein, pour obtenir une médaille, hein, Il y a un petit ça se côté gagne pas comme ça. monomaniaque. Oui, il y a un petit côté monomaniaque d'aller jusqu'au bout et jusqu'au bout qui est la création d'une entreprise qui peut-être sera un des fleurons européens du calcul quantique. Donc voilà, ça récompense aussi cette ténacité sur ce sujet. Écoute, on croise les doigts. Une autre bonne nouvelle aussi, un award Margaret à la JFD pour Elam Kashefi dans la catégorie entrepreneuriat. On l'avait rencontrée pour sa start-up, elle nous avait parlé de VeryCloud. On avait aussi vu ce cofondateur. Donc voilà, ça aussi, c'est une belle valorisation du travail et en particulier aussi du travail des femmes dans le domaine. Et puis, toujours pour parler des femmes dans le quantique, eh bien, il y a eu aussi un dossier de 4 pages sur 9 femmes du quantique, un papier qui a été écrit par Guillaume Gralet. Tu as illustré ça qu'à part tes photos de quelques femmes du numérique. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans ces 4 pages? Parce que ça a été quelque chose de les faire écrire. Ah bah, c'est un travail avec Guillaume qui a été un chef dans l'histoire. Je trouve ça sympa qu'un journaliste aille jusqu'au bout de la valorisation des femmes dans un secteur donné, parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui le font, hein, dans le domaine scientifique ou dans le domaine dans la technologie quantique. Ça fait pourtant longtemps qu'on avait identifié ces différentes femmes, hein. Mais bon, ça a pris du temps et Guillaume a fait un bon boulot. En plus, il a publié les interviews détaillées pour commencer de Pascal Sonnellard. Il y en a quelques autres qui doivent être publiés sur Internet parce qu'en fait, il avait envoyé une série de questions à toutes les femmes et il y en a quelques-unes qui avaient répondu avec beaucoup, beaucoup de détails et beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc, ça a été fait comme ça. Donc, c'est sympa. Alors, dans les 9 femmes, en plus de celles qu'on cite souvent, donc Alexia Ofev, Maud Vinet, Elam Kashefi, Eleni Diamanti et Pascal Sonnellard, on a aussi d'autres dont on parle un peu moins souvent, comme Jacqueline Bloch, qui est dans le même labo que Pascal Sonnellard, qui travaille sur les polaritons et qu'on a reçu il n'y a pas longtemps dans Décode Quantum. Il y avait aussi Hélène Perrin, qui est spécialiste du contrôle des atomes froids, disons de la matière condensée en général. Et je risque d'en oublier. Il y a Elvira Chechenina, qu'on connaît bien, qui est une jeune chercheuse qui a, jusqu'à la fin de l'année dernière, été chez Total et maintenant travaille chez BMW. Et j'en oublie une, ça m'énerve. C'est ça qui est dur quand on a C'est 9 à retenir. J'en oublie une, c'est trop dur, c'est trop dur. Parce qu'il y en a une qui a pas voulu être dans le dossier, je ne vais pas la citer. Bah, c'est pas grave, ça me reviendra. En tout cas, Ça voilà, viendra. en tout cas, voilà, il y en a 9 en tout.
Et Non, mais ça, voilà, ça illustre cette excellence. Ouais. voilà, c'est un beau papier et puis en plus, voilà, il y a toutes ces interviews autour. C'est intéressant. Je trouve que c'est bien en plus c'est toutes des rôles modèles, elles peuvent donner de l'élan, et montrer que ça pose aucun problème, en tout cas de réussir, dans ces domaines-là. Il y a des barrières bien évidemment et on sait toutes qu'elles ont eu des choses à passer, mais en tout cas, c'est hyper intéressant, et c'est très bien écrit. D'ailleurs, elle Heu, mettait tout en avant, je voudrais appuyer un mmh point. Dans les réponses qu'elles ont faites à Guillaume, qui n'ont pas forcément été toutes relayées, elles remettaient tous en avant un point qui, je dirais que est un point de blocage dans le fonctionnement de la recherche en France, c'est le fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche. C'est un paradoxe en fait très français qui est que nos chercheurs, qui en général passent par un diplôme, qui ensuite obtiennent le statut de chercheur à temps plein, ce qui n'est pas évident à obtenir parce que les postes sont limités, qui après obtiennent une habilitation à diriger des recherches, puis après deviennent directeurs de recherche. Mais ces gens-là qui sont passés par ces 4 étapes, je ne te parle même pas du diplôme initial et de la thèse, hein, donc 5 étapes quand même semées d'embûches, eh bien au bout de ces 5 étapes-là, on leur refait passer pour chaque projet de recherche à un concours. Ils ont 15% de chances de réussite pour financer leur projet. Résultat, tu as plein de chercheurs qui passent leur temps à faire des dossiers pour obtenir du financement, qui n'en obtiennent pas, même quand ils sont brillants. Et c'est vraiment un caillou dans la chaussure. Et elles, toutes, quel que soit leur statut, leur labo, etc., mettaient en avant ce problème-là. J'espère qu'on est écouté par les gens du ministère de la Recherche, mais vraiment, c'est un problème. Alors, heureusement, le plan quantique va changer un petit peu les choses parce qu'il va augmenter dans certains cas de figure les budgets de certains chercheurs. Mais c'est un vrai problème de fond quoi, du fonctionnement de la recherche. Et elles l'ont toutes mise sur la table à juste titre. Voilà. Voilà, et qui n'est pas du coup lié qu'au fait d'être une femme, là, pour le Ah coup, non, c'est non, pour tous les les hommes types aussi de ont le même chercheurs, problème. hein. Voilà, Les hommes ont le c'est même un vrai problème. Hein. problème global, pour les Exactement. scientifiques. Exactement. Donc voilà. On continue aussi, donc une conférence, Quantum Business Europe, la semaine dernière. 1 000 personnes en tout avec, beaucoup de monde. Alors des pics de 500 à 200 personnes selon le moment. Une Plutôt audience 50, très 50 à 200 personnes. Pardon, 50 à 200 et une audience plutôt internationale. Est-ce que tu as noté certaines interventions, plus intéressantes que d'autres? Il y en avait pas mal d'intéressantes. Ah, il y avait des hauts et des bas d'ailleurs. Par exemple, dans les bas, il y avait un type d'Intel qui faisait son baratin un peu marketing, qui est filmé par la com. J'ai pas du tout aimé. A contrario, il y avait les Finlandais de IQM qui font des qubits superconducteurs qui avaient fait 2 interventions, je crois, qui étaient assez techniques, qui te montraient bien ce qu'ils faisaient. C'était pas inintéressant. Mmh. Et la meilleure presse, c'est, je vais être un peu pompeux en disant ça, mais j'ai trouvé un Ezrati anglais. C'est un type qui s'appelle David Shaw, qui est dans une boîte d'analystes qui s'appelle Fact-Based Insight et qui a fait une petite présentation, mais avec un paquet de slides et de tableaux de comparaison entre tous les types de qubits. J'étais jaloux tellement c'était bien fait. Ah! Voilà, donc c'était super bien fait. Donc c'était pas mal. Et j'ai remarqué aussi une très bonne intervention de Philippe Duluc, d'Atos, De chez Atos. qui a très bien décrit l'offre logicielle d'Atos, notamment l'articulation entre la simulation et le supercalcul, qui est différent. C'est 2 approches différentes. L'émulation, pardon. L'émulation d'un côté et le calcul haute performance de l'autre, et la manière dont les deux se relient entre eux. Il y avait aussi une présentation d'Oxford Instruments qui était pas mal sur les réfrigérateurs à dilution. Voilà, c'était pas mal. Il y a pas mal de choses. Mais bon, avec parfois des présentations un peu qu'on a déjà vues 40 fois et des fois on en a marre. Quoi. Bon, Oui, mais parce que toi, voilà. tu les vois toutes, tout le temps, mais il y a des gens qui peuvent Ah pas voilà, assister ouais, à ouais, tout ouais. et qui sûrement n'étaient pas au courant, donc c'est bien. Mais forcément, il y a des sujets redondants d'une conférence à l'autre. On peut noter aussi qu'il y avait aussi, Alexia Ofev, Maud Vinet et Elénie Diamanti qui intervenaient, hein. Tout à fait, tout à fait. On les connaît Donc bien et voilà, on en parle régulièrement. voilà. Et chacune avec leur propre dada. Alexia et l'énergétique du calcul quantique, Maud et les qubits de silicium, et Eleni avec en gros les télécoms et la crypto quantique. Mais tu vois, ça aussi, je pense que maintenant nos éditeurs, ils le savent. Ah, je pense que maintenant ils vont le savoir. Hein. On est leurs agents. On est leurs agents. Mais c'est Bon. bien. Il faut que des chercheuses comme ça soient valorisées par les uns et les autres. Donc c'est bien. Tout à fait. Alors, une autre, un autre événement et des gens dont on parle souvent, c'est le fonds d'investissement Cantonation qui a levé 20 millions d'euros et prévoit d'en lever 100 en tout. C'est pas mal. Ça va permettre à quoi ça, à quoi ça leur sert tous ces sous, Olivier? Alors, il ne faut pas oublier que c'est de l'argent levé par un fonds qui lui-même investit cet argent dans des startups. Exactement. Bah, ça va permettre d'investir dans plus de startups ou d'investir dans des tours de financement successifs. C'est-à-dire que
Jusqu'à présent, ils mettaient des investissements de petite taille, plutôt de ce qu'on qualifierait de l'amorçage, hein. Là, ils vont Et pouvoir aller sur de la série A ou B, en fait, plus gros. bah, ouais, au moins A et peut-être dans certains cas, participer à des séries B. Et c'est important parce que, parmi les startups dans lesquelles ils ont investi, bah, il y a Candela et il y a Pascal, entre autres, et c'est des Mmh. boîtes qui vont avoir besoin de millions d'euros pour leur croissance, donc c'est utile. Et Cantonation, bah, je vais me répéter parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais qui a plus de 12 startups dans ce portefeuille, moitié française, moitié étrangère. Et c'est rare ça dans la tech, hein. Enfin, je connais les autres fonds français du monde du numérique classique, mais le fait d'avoir un fonds d'investissement qui est spécialisé dans un domaine et qui a une moitié d'investissement à l'étranger, c'est extrêmement rare en France. Mmh. Et c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir un pied à l'étranger, de comprendre ce qui se passe dans les autres écosystèmes, de les faire collaborer dans certains cas de figure. Ils organisent aussi le Lab Quantique avec BPI France et Jean-Christophe Goujon pour faire parler aussi bien les acteurs français que les acteurs étrangers. Donc tout ça, ça contribue à dynamiser l'écosystème entrepreneurial. Alors même si on sait que là, il y a Partner, Brega Capital et quelques autres commencent à s'intéresser au sujet, heureusement, ça crée un effet d'entraînement. Mais bon, voilà, ils Oui, jouent un oui, rôle oui, très important. ça commence à bruiter chez les autres, investisseurs, le quantique. C'est assez intéressant. Dernière info sur le territoire français, le lancement de l'écosystème quantique Nakidis le 4 mars à Bordeaux avec, Philippe Bouillet du CNRS. Heu, Est-ce que tu peux nous parler de cet événement justement, de ce lancement? Bah, j'y ai assisté à distance, hein, puisque Bordeaux, c'est loin. Non, c'est pas que c'est loin, À mais ton grand regret, tu peux toujours pas y aller, hein, on peut pas bouger, on n'a pas le droit de bouger. même si tu es vacciné. Oui, je suis vacciné, mais bon, alors, heu, c'est une initiative qui a un sens politique important dans le monde du quantique parce que, jusqu'à présent, on entendait beaucoup parler des écosystèmes de Saclay, de Paris et de Grenoble, hein, on sait que les autres régions, elles disent: «Les moi et moi», quoi. Elles aimeraient bien être, aussi reconnues en tant que telles. Et donc, Mmh. l'écosystème de Bordeaux, qui est pas énorme, hein, en termes de taille, bon, il y a quand même quelques universités, il y a celle de Bordeaux, il y a aussi celle de Limoges, hein, il y a avec un laboratoire, XLIM à Limoges. Il y a surtout l'IOGS, qui a une branche à Bordeaux, Mmh. dont est issue d'ailleurs, la startup Mucans, qui est un petit peu leur fleuron, là-bas. Ils ont aussi des boîtes dans la photonique, hein, donc ils ont une proximité avec le fameux laser mégajoule qui permet d'attirer des industriels dans le domaine en gros des lasers et de l'optique. Et donc, voilà, bon, il y a XBlue, par exemple, qui est une PME, hein, c'est pas une start-up, c'est une PME de plusieurs centaines de personnes, qui est spécialisée dans les composants en photonique. Donc finalement, voilà, on a un écosystème qui associe des laboratoires de recherche, des écoles d'ingénieurs, comme IOGS, et des start-up ou des PME, et ils veulent dynamiser cet écosystème, bon, pour le rendre visible à l'international. Alors, ils ont même, mis Alain Aspect comme président de leur conseil scientifique, ce qui est pas mal. Et d'ailleurs, dans leur événement, il y avait l'intervention du président de la région, Alain Rousset. Donc j'aimerais bien un jour voir le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes intervenir avec Alexia Ofev pour parler de l'écosystème de Grenoble, ou peut-être Valérie Pécresse le faire. Mais en fait, Valérie Pécresse, elle est plutôt bien positionnée parce que la région Île-de-France finance l'écosystème quantique francilien, hein, Mmh. via Cirtec, qui est piloté par Philippe Bouranger. Donc Cirtec, c'est plus de 2 millions d'euros par an, plus 500 000 euros qui ont été alloués par an fin 2020 pour des projets collaboratifs entre des startups et des entreprises, Mmh. qui associent EDF, Total, Startup Pascal, etc. Donc voilà, donc c'est c'est bien, c'est bien que les régions s'impliquent là-dedans. Ça va être compliqué d'ailleurs dans le futur de bien gérer l'articulation entre l'État, les régions, les écosystèmes locaux. Les écosystèmes locaux, ils ont besoin d'être soutenus et par l'État et par les régions. Et c'est un sujet qui n'est pas encore entièrement décanté, quoi. Il Résolu. y a encore du travail dans le domaine. Alors on va continuer, on va changer de pays, on va se diriger vers l'Allemagne où eux, petite nouveauté, ils ont des qubits de silicium avec des électrons volants. Heu, on a plein de jolis noms, mais là, après les qubits de champ, on a c'est les électrons poissons volants? Non, raconte-nous. C'est quoi cette nouvelle technique? Bah, les électrons, ça bouge beaucoup en fait, hein. Dans Ah oui, genre, ça c'est clair, ça gigote, hein. tu mets une prise électrique pour alimenter ton ordinateur, et des électrons qui se baladent dans tous les sens là-dedans, jusqu'au processeur. Donc, en fait, c'est une nouvelle technique dont on n'a jamais parlé, et d'ailleurs que je découvre plus ou moins là récemment.
En fait, les Allemands, ils ont annoncé surtout une alliance entre plusieurs acteurs du monde de la recherche. Alors, il y a une ribambelle de laboratoires autour du laboratoire Jülich de Munich, mais aussi des Fraunhofer, des Leibniz, etc., et des universités, et Infineon, qui est un petit peu le ST microélectronique allemand. Infineon, c'est en gros la société allemande spécialisée dans les semi-conducteurs, qui Mhm. fabrique des composants à la fois numériques et analogiques, des composants discrets. Et ils ont mis dans l'histoire une startup logicielle qui s'appelle HQS. Tout ça pour faire quoi? Pour en fait faire des qubits de silicium, un peu comme ceux du CEA et du LETI dans le projet piloté par Maud Vinet, mais avec une capacité à transporter des électrons d'un qubit à l'autre. Donc en gros, tu as tes petits qubits qui font leurs calculs, mais quand tu veux communiquer une information quantique d'un qubit à l'autre, bah, tu peux utiliser un électron comme un véhicule d'information d'un qubit à l'autre, sur une longue distance. Alors, longue distance, c'est des microns. Oui, mais c'est à comparer à des qubits qui font en général de l'ordre de 100 nanomètres de large, quoi. Donc, voilà, c'est des longues distances à l'échelle Bah, à nanoscopique. l'échelle Voilà. quantum. Et alors, ce que j'ai découvert, c'est que la recherche française n'était pas inactive là-dedans, puisque la même technique, en fait, est explorée par des gens qu'on connaît bien, notamment par des équipes qui sont à Grenoble, encore eux, avec Xavier Vental de l'IRIG, du CEA, et l'Institut Néel, avec notamment Tristan Meunier. Donc, finalement, les qubits silicium peuvent utiliser des électrons volants comme technique de communication, un peu comme d'autres qui utiliseraient des photons pour relier, par exemple, des atomes froids entre eux. Mais ce n'est pas un type de qubit à part, c'est des qubits de silicium qui utilisent une technique de communication pour la communication longue distance d'états de qubits entre qubits, quoi. Intéressant. Alors, toujours les Allemands, mais couplés aux Australiens, Quantum Brillance annonce un processeur à base de cavités de diamant, donc les fameux NV Center. On sait que c'est censé fonctionner à température ambiante, ce qui sera un gros avantage. Euh, Qu'est-ce qui a raconté? Quel est le loup? Alors, il y a souvent des loups dans les histoires parce que quand tu vois ça, tu vois le communiqué de presse, tu vas dire, oh là, ça a l'air génial et tout. Et puis tu lis un communiqué de presse entier et il n'est pas mentionné une seule fois le nombre de qubits. Ah ah, ça, c'est pas Alors que bon. le truc est génial. Alors, il y en a combien? Il y en a combien? Bah, en fait, quand tu creuses 3 niveaux de lien, tu tombes sur un papier d'un canard allemand, mais qui est écrit en anglais, et qui te dit qu'ils en ont 5 pour l'instant. Ils ont 5 qubits. Bah, on sait, hein, d'ailleurs, faire des qubits NV Center, c'est assez compliqué à scaler, mais ils pensent qu'ils vont en atteindre plusieurs dizaines dans quelques années. C'est normal, hein, il faut bien vendre, hein, bien vendre son rêve, hein. Est-ce que tu Et peux nous rappeler comment ça simplement marche? pourquoi c'est difficile à scaler en fait? J'en sais rien. Enfin, si, je peux raconter un peu, mais alors, les NV Center, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est du diamant dans lequel on enlève un atome de carbone. Alors, il y a des processus de recuit un peu tordus pour y arriver. Donc, on enlève un atome de carbone, on enlève deux, on remplace un des atomes par un atome d'azote, et il y a une cavité qui est créée dedans dans laquelle se logent deux électrons. Et avec ce bazar, on est capable de contrôler le spin de ces électrons ou le niveau d'énergie, je crois que c'est plutôt le niveau d'énergie de ces électrons, pour créer un qubit. Mais en fait, on couple ça à des spins de noyaux des atomes qui sont autour, notamment des atomes de carbone qui sont isotope 12 et isotope 13, et on mélange tout ça, on touille, et on arrive à gérer des qubits. Alors, c'est censé fonctionner à température ambiante. Ceci étant, je demande à voir l'appareil complet parce que très souvent, il y a des gens qui vous disent oui, c'est à température ambiante, mais ils oublient de parler qu'en amont et en aval, il y a un ou deux trucs qui sont refroidis quand même. Donc, je demande à voir Ouais. quand même comment ça fonctionne. Mais en théorie, c'est vrai qu'on devrait pouvoir contrôler des NV Center à température ambiante. Alors, je ne sais plus d'ailleurs comment ça fonctionne avec des lasers en général. Non, mais c'est bon, je sais pas pourquoi je t'ai posé la question de nous T'aurais pas dû. expliquer. T'aurais pas C'est dû. toujours pas ça. Bon, ça reste une des Bref, en tout technologies qui cas, serait ça fait intéressante partie. parce que ce serait à température ambiante Ouais, ouais. potentiellement, Mais mais pour l'instant, on se rend compte que c'est compliqué à scaler, Mais donc c'est pas c'est forcément. compliqué de scaler et notamment c'est assez compliqué. En fait, c'est-à-dire que les qubits NV Center, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont très stables dans la durée. Mais par contre, ils sont compliqués à intriquer entre eux. Et la mécanique énergétique, on va dire, le contrôle de l'énergie des qubits est assez complexe à gérer. Et pour avoir lu la littérature il y a quelques temps pour mon bouquin, je m'étais rendu compte que c'était loin d'être au point. Et en fait, ils Bon. sont quasiment la seule startup dans le monde qui essaye de faire ça, quoi. Les autres, ils sont rabattus sur l'usage des NV plutôt pour faire des capteurs de magnétisme, comme Thales, dans la métrologie
La métrologie, tu gères juste un NV Center, tu n'as pas besoin de les intriquer entre eux. Donc, Voilà, donc plutôt métrologie, mais pas voilà. informatique, parce que ce Bon, serait mais il faut voir, comme on dit, hein. De toute façon, il non, ne faut mais jamais bon, c'est jeter le bébé avec l'eau intéressant. du bain. Il faut dire, faut voir, mais faut être quand même sceptique surtout et croire sur le reste, comme j'aime bien le dire, et pas prendre pour argent comptant les belles déclarations. Bon, alors un autre record de volume quantique de 512, celui de Newell. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, 512, c'est pas le nombre de qubits, hein. Voilà. C'est le foutu volume quantique qui est une puissance de 2. Et cette puissance de 2, elle va qualifier le nombre de qubits sur lesquels on peut faire du calcul pour un nombre de portes qui est à peu près équivalent au nombre de qubits. Donc, si je me rappelle bien, 512, ça doit faire 9 qubits, puisque c'est 2 fois 256 qui est 8 bits, donc c'est 9 qubits. Et en gros, ça veut dire qu'avec leur processeur qu'ils avaient annoncé en mars dernier et qui a atteint 10 qubits là récemment, depuis septembre, je crois, ils sont capables de, grâce à un taux d'erreur qui est relativement faible, d'aligner 9 séries de portes quantiques avec un taux d'erreur raisonnable sur 9 qubits. Alors, sachant que IonQ, ils sont à un quantum volume de 4 millions parce qu'eux, ils arrivent à le faire sur 22 qubits, ça. Donc, D'accord. alors, ils disent qu'ils battent un record, mais IonQ l'a battu. Alors, le problème, c'est qu'IonQ, je crois qu'ils ont annoncé qu'ils étaient à 22, mais ils ne l'ont pas certifié. Alors, je crois que la publication scientifique n'est pas sortie, ce qui fait qu'IonQ, ils sont plusieurs années devant Honeywell, en théorie sur le papier, mais en pratique, ce n'est pas sûr. Alors, il faut savoir que la fidélité est extraordinaire quand même, parce que les qubits d'Honeywell, ils sont fidèles à 99,76% pour des portes à 2 qubits et 99,75% pour la lecture. Ce qui est vraiment très bien, hein. C'est beaucoup mieux qu'un qubit supra, par Ah exemple. ben, ouais, ouais. Et donc là, dans les deux cas, c'est des ions piégés, hein, que ce soit chez IonQ ou Oui, chez Newell. sauf que IonQ a une technique, enfin Honeywell IonQ utilise une technique différente, en tout cas dans leur modèle de scalabilité. IonQ, c'est ce qu'on appelle du 1D, c'est-à-dire que Mhm. c'est des atomes qui sont mis à la queue leu sur une barre, enfin ils sont sous vide et contrôlés par des électrodes, mais du magnétisme, mais en gros ils sont à la queue leu. Alors que ceux de Honeywell, ils sont à la queue leu pour l'instant, mais ils sont censés à terme être sur une surface en 2D, avec une possibilité de scaler un peu mieux qu'IonQ. Enfin, on demande à voir, parce que pour l'instant, ils en sont à une dizaine. Donc, voilà, c'est deux technos différentes de contrôle des ions piégés. Donc, en gros, très bonne qualité, c'est clair, c'est le record en termes de qualité de qubits. Par contre, beaucoup de doutes sur la capacité à scaler, un peu comme pour les NV Center d'ailleurs. C'est le Ok. paradoxe, en fait. C'est presque une application du principe de la physique quantique ou du principe d'Heisenberg, c'est quand tu améliores un truc, tu diminues un autre paramètre. Donc, si tu améliores la stabilité, tu diminues l'intrication à un grand nombre de qubits. Bah, c'est le principe d'Heisenberg, hein, qui dit que si tu prends deux grandeurs complémentaires dans un quantum, tu ne peux pas mesurer avec une précision infinie les deux paramètres en même temps. Donc, si tu mesures avec une grande précision un paramètre, tu ne pourras pas mesurer l'autre avec une grande précision. Bah, là, c'est le même principe, tu améliores un truc, ça diminue un autre machin. C'est bête. Et c'est ce qui Et se ouais, passe c'est le dans principe les des qubits. vases communicants. Voilà, Quand le jour où on arrive à remplir les deux, on sera exactement. content. C'est pas Exactement. évident. Alors, l'Union européenne qui annonce devoir créer un ordinateur quantique d'ici 2030. Pourquoi donc? Alors, ça me fait toujours marrer ces annonces parce que maintenant, on voit plein d'annonces qui disent on va faire un ordinateur quantique à une échelle de temps de l'ordre de 5 à 10 ans. Alors, on dit oui, mais quel ordinateur avec quelles caractéristiques? C'est quel KCC? Alors, ça, c'est une ambition qui est politique, en fait. C'est Thierry Breton, la Commission européenne Ah, qui dit on veut notre ordinateur quantique, quoi. C'est il y a une vraie volonté d'obtenir un avantage quantique sur voilà, l'Europe et de voilà. pouvoir gagner un avantage politique et mondial. Voilà, donc ils disent, à la limite, on s'en fout de savoir quel techno c'est, mais on voudrait avoir notre ordinateur européen d'ici 2030. Alors moi, je vais traduire ça en langage naturel. Je pense que d'ici 2030, en tout cas, j'espère qu'on en aura plusieurs, pas un seul. Bah oui, parce que ce serait con qu'il n'y en ait qu'un seul, quoi. À un moment donné, il y en aura peut-être un en supraconducteur fait par les Allemands et les Finlandais. Il y aura peut-être du silicium fait par les Français autour du CEA. Il y aura peut-être aussi des qubits de photons faits aussi par les Français, peut-être Non, mais c'est surtout en Japon avec d'autres. un ordinateur quantique, ok, mais avec combien de qubits et Alors, c'est quelle pas puissance précisé. aussi? Ah ben, c'est Bah pas ouais. précisé. L'idée, c'est qu'il apporte un avantage quantique. Donc, c'est-à-dire qu'il permet de faire des choses qu'une machine classique ne permettrait pas de faire.
Donc voilà, Et tu si aurais ça se vraiment, trouve, tu as une suprématie, mais avec un usage utile et pas juste sur un calcul qui sert à rien. voilà, alors un avantage, alors après, est-ce que avantage et suprématie veut dire la même chose ou pas? Les avis sont partagés, mais disons un avantage quantique, c'est-à-dire d'aller au-delà de la puissance des supercalculateurs, et vraiment, pas comme dans le cas de la suprématie de Google, qui est une fumisterie, et de faire en sorte que il y a un vrai avantage économique et temporel et énergétique aussi d'ailleurs à faire du calcul sur ce genre de machine par rapport à un supercalculateur. Mais moi, je pense que c'est pas impossible, ne serait-ce qu'avec la startup Pascal, que la simulation à base d'atomes froids permette d'atteindre ce stade-là et pas en 2030, peut-être l'année prochaine, quoi. Donc, Mmh. en fait, tout dépend de la définition. C'est pourquoi faire, quoi. Donc, je pense qu'on aura une gradation, une innovation progressive, notamment dans le domaine En de ce tout qu'on cas, appelle le NISQ. Voilà. c'est réalisable d'ici 2030 C'est normalement. réalisable d'obtenir un avantage quantique avec de la simulation. C'est pas dit que d'ici 2030, on l'obtienne avec du calcul quantique à porte universelle. Ça, c'est moins évident. Mais pourquoi pas, quoi. Ouais. OK. Alors, complètement différent ce coup-ci, c'est, côté finance, une IPO, celle d'IonQ via une société porteuse qui est un fonds d'investissement géré par un Chinois. Enfin, c'est un truc Heu, tordu, quoi. un drôle de montage, Ah ouais, non, mais ouais. c'est un truc de dingue, ça. Donc, ils ont annoncé qu'ils voulaient ils ont un plan de financement de l'ordre de 2 milliards. Alors, je sais pas compris si c'est 2 milliards, je sais plus si c'est la valorisation ou le montant levé. En fait, en gros, IonQ, plutôt que de faire une introduction en bourse de manière classique en tant que société, il se fait porter par un fonds d'investissement qui lui-même fait une introduction en bourse dans le cadre de ce portage-là. Et c'est un truc que je connaissais pas bien. Ça s'appelle un SPAC. Donc, ça veut dire un Special OK. Purpose Acquisition Company. Donc, c'est une boîte qui est créée de toutes pièces pour faire une acquisition et une IPO. Et le fonds, il s'appelle DMY3. Donc, c'est bien facile à retenir. Et DMAY3, voilà, OK. DMY3. Et ce fonds, il est censé apporter 350 millions d'investissements non, 300 millions tout court, qui viendront de cette fameuse levée de fonds. Et ça va être complété par des VC ou des investisseurs comme Hyundai, Kia, donc il y a des Coréens. Il y a OK, même dans l'automobile. il y a un fonds de Bill Gates et un fonds de Marc Benioff, le fondateur de Salesforce, là-dedans. Bon, voilà, c'est un peu bizarre. Il y a HP aussi qui Ils est dedans, hein. HP ils ont Entreprise des est dedans. comment encore des gens qui ont des bons juristes pour faire, Non, mais tout un attends, tas ce qui est de absolument extraordinaire, c'est que il y a un poste de Scott Aronson, qui est un scientifique américain du MIT, je crois, si je mmh. ne me trompe pas, qui est spécialisé dans les algorithmes quantiques et qui écrit souvent des posts dès qu'il y a un événement important sur le quantique. Et il a fait un post en disant, là, ça commence à devenir un peu de n'importe quoi, parce qu'il a mis le lien sur la présentation investisseur de IonQ. Et quand tu vois cette présentation, tu rigoles bien, parce que c'est vraiment il y a, il y a tous les superlatifs possibles. En gros, il n'y a que IonQ qui va réussir, tous les autres vont se planter. C'est un peu comme Jeremy O'Brien chez Psyquantum. Ils y vont à la serpe, et c'est vraiment le syndrome d'une espèce de bulle entretenue par les financiers autour de ce genre de boîte. C'est un peu too much, quoi. Et Scott avait raison de dire que à un moment donné, ça a pété, quoi. C'est trop survendu, quoi, en gros. Et ça manque de, comment dire, ça manque d'humilité scientifique, la manière dont c'est présenté. Mais c'est normal, c'est l'entrepreneuriat, c'est plus de la science. Donc, bon. Alors, un autre exemple de bullshit avec une société qui prétend sauver une économie numérique qui aurait la taille du PIB mondial. Comme ça, je trouve ça Une extraordinaire. Oui, oui, oui. une start-up canadienne qui s'appelle Quantropy. Qu'est-ce qu'elle fait du coup? Parce Bah, en que fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les relations presse. Donc, quand tu veux faire parler de toi, tu fais des RP, comme on dit. Donc, tu essaies de trouver un journaliste, tu lui vends ton histoire, et le journaliste, il achète ou pas. c'est la Alors, fameuse petite histoire, on a un petit dessin humoristique comme ça où tu sais, tu as une espèce de petit crapaud tout moche et puis tu as un chevalier qui arrive et qui dit: «C'est toi le dragon?» et la petite grenouille qui répond: «Oui, j'ai une bonne agence de presse». oui, voilà, c'est à peu C'est près un peu ça. ça? Et donc, si tu veux, ils arrivent à faire gober par un type qui est chez Forbes, qui est quand même pas un canard de seconde zone. Ouais. Et ils font écrire, fait Forbes aux États-Unis, hein, c'est pas Forbes en France, un article comme quoi une société qui propose une solution de cryptographie peut sauver l'économie digitale qui est estimée à 100 trillions de dollars. Et c'est le titre de l'article, si tu veux. C'est le titre de l'article. Alors le problème, c'est que 100 trillions de dollars, c'est la taille de l'économie mondiale à peu près.
C'est le PIB mondial. Mhm. Donc, si tu veux, l'économie digitale égale au PIB mondial, je veux bien, mais c'est un peu too much, quoi. C'est comme si tu disais, bon, bah, je débug Google Search et j'améliore la vie de tout le monde. OK, fine. Alors, tu regardes ce que la boîte fait. Alors, cette boîte canadienne, elle fait des trucs sympas, hein. Elle fait un générateur de nombres aléatoires qui permet Quantique. donc quantique. On s'en fout qu'il soit quantique d'ailleurs. Enfin, s'il est quantique, donc il est censé être vraiment aléatoire. Mais surtout, le fait qu'il soit aléatoire, ça va te faire des clés de chiffrement qui sont vraiment aléatoires. Et une des failles des systèmes de sécurité aujourd'hui, elle est liée au fait que les générateurs de clés censés être aléatoires ne sont pas forcément vraiment. Donc, en rendant les clés aléatoires dans le chiffrement classique, tu sécurises les systèmes d'information. Donc, en gros, ils disent, en faisant ça, sans même passer par la PQC, donc la fameuse post-quantum crypto qui permet de se protéger contre le calcul quantique, vous allez pouvoir sécuriser toute l'économie mondiale et tout le numérique. Bon, je veux bien, mais c'est un peu survendu. Alors, j'ai discuté avec eux sur Twitter. Oui, ils ont répondu. Et en plus, dedans, il y avait des chiffres qui étaient faux sur, oui, les Russes est les deuxièmes pays au monde à investir dans le quantique, ce qui était faux. Le journaliste, je lui ai Ouais. dit, tu as oublié l'Allemagne, la France, quelques pays, quoi. Et le mec a dit, You may be right. Il m'a répondu. Ah, ouais, bah ouais, bon. Mais non, bah, c'est intéressant de voir comment on raconte des histoires et comment le storytelling peut faire du bien à un moment donné, mais à un mauvais moment. Et ça va nous emmener sur la news suivante, c'est attention à ne pas survendre les technologies quantiques parce qu'à force de vendre du rêve sur le mot, même s'il y a quand même du rêve au bout dans quelques années, on continue à en voir souvent qui racontent des trucs un peu surfaits. Et on a un autre exemple avec une prouesse d'une équipe germano-russe qui indique Encore dans les sa Allemands, d'ailleurs. communication. Ouais, C'est intéressant, il faudra qu'on voit si le il y a un pattern se pattern, répète. là. Ouais. Qu'elle est sur le point d'atteindre la suprématie quantique avec des qubits supraconducteurs. Et quand on y regarde de près, qu'est-ce qu'on voit? Ah bah, on voit un projet de Tadadam. métrologie quantique, de qualification de qualité des qubits supraconducteurs. Bref, pas du tout de suprématie, en fait. C'est-à-dire que tu as un Voilà, papier. c'est Le papier n'est pas galvaudage du inintéressant. terme. Mais là, on sent que. Alors, ça, ce n'est pas les communicants d'une agence de RP, c'est les communicants du labo russe. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils font le coup. J'avais déjà vu un truc du même genre il y a un an. Donc, les communicants russes, ils ont l'art de faire prendre des bicis pour des lanternes. Donc, quand tu regardes le papier scientifique qui s'appelle Quantum Sensors for Microscopic Tunneling Systems, c'est effectivement un truc très intéressant qui est une méthode de métrologie quantique pour mesurer la qualité de qubits supra avec quelques propositions pour les améliorer, notamment au niveau des matériaux. Et hop, ils disent, ça y est, c'est la suprématie quantique à la portée des chercheurs. On va se calmer quand même, hein, parce qu'il y a du boulot avant d'y arriver, quoi. Donc, faut tout vérifier, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. Et c'est très souvent le cas dans la communication, même scientifique. C'est-à-dire que la communication scientifique, maintenant, elle doit être vérifiée au bout des doigts, quoi. Bon, bref, faut vraiment garder raison, puis essayer de tout vérifier. Alors, c'est pas facile, hein, mais c'est comme dans tous les domaines finalement. C'est bien d'arriver à s'entourer d'experts dans lesquels on peut avoir confiance, ou en tout cas Exactement. des gens Ouais. qui savent creuser et qui ont un esprit critique. Alors, il y a un dernier cas. Euh, Il y a un dernier cas que ouais, j'ai décoté, bah, c'est la semaine dernière, là. Alors, tout le monde veut son ordinateur quantique, hein, les Européens, mais bah aussi oui, l'Émirat Abu Dhabi, qui est bien bah connu oui. pour sa recherche en physique quantique de renommée mondiale. Et donc, l'Émirat, il a décidé d'être de la partie, et donc ils ont dit, on veut notre ordinateur à nous aussi. Alors, le titre de l'article américain, c'est Abu Dhabi team embarks on project to build a quantum computer. Alors, la question étant, est-ce que build veut dire construire ou acheter? Parce que en pratique, ils n'ont Ouais. pas grand-chose. Donc, ils se font aider par une boîte espagnole qui s'appelle Kilimanjaro, qui est plutôt une boîte de soft d'ailleurs, qui en gros va jouer le rôle d'un intégrateur et qui va après acheter sur le marché des machines. Et aujourd'hui, si tu veux t'acheter un ordinateur quantique supraconducteur, parce que c'est la technologie qu'ils auraient décidé de prendre, tu peux aller chez Rigetti, qui est américain, ou tu vas chez Mhm. le finlandais, qui s'appelle IQM. Alors, dans le cas de le Rigetti, tu en es à 31 qubits, et dans le cas du Mhm. finlandais, tu en es à 10 qubits. Alors, je vous rappelle que ça, vous pouvez l'émuler sur votre laptop, hein. Le Oui, c'est que calcul, pour l'instant, ça sert pas à grand-chose. ça ne sert à rien. Non, mais bon, c'est Ouais. intéressant. Mais du coup, en effet, bah, ils ont les moyens de s'acheter des trucs très onéreux. Mm. Est-ce qu'il faut avoir les chercheurs pour avoir le premier ordinateur quantique ou est-ce que je peux m'acheter des boîtes ou en tout cas le faire fabriquer?
Non, mais C'est ça pas devient un terrible. peu, je veux mon yacht et je veux mon ordinateur quantique, quoi. C'est Ah un peu bah, ça. maintenant que les planches sont lancées, et cetera, Mm. et qu'on dit que ça va être le prochain truc du futur à pas rater, forcément, il va y Non, mais avoir une espèce de ruée vers l'or sur le ouais. sujet. Heureusement, il y a des gens sérieux qui travaillent là-dessus, des chercheurs qu'on évoque régulièrement. Mais effectivement, c'est noyé dans une masse d'entrepreneuriat un peu relou, d'agences de RP qui enjolivent la situation et de pays qui veulent leur ordinateur quantique, bon, sans forcément qu'ils contribuent grandement à la recherche dans le domaine. Et bon, bah, ça veut dire qu'il faut faire le tri, quoi. Faut sans arrêt faire le tri là-dedans. Euh, on a encore du boulot, quoi, Bon. pour s'y Et retrouver. pour finir, petit moment d'autopromotion sur cette émission. Ah bah oui, Bah oui, j'ai eu la chance de participer, j'ai été invitée, par, le magazine Anti-Brouillard à venir, parler dans un podcast et à vulgariser l'actualité quantique. Donc c'est pas pour ceux qui écoutent le podcast que Quantum ou des codes Quantum qui sont plutôt pointus, mais si vous avez des gens qui n'y comprennent rien autour de vous, vous pouvez leur indiquer celui-là pendant 40 minutes. On vulgarise vraiment où est-ce qu'on en est sur l'actualité du quantique. Et j'ai pu tout ça comme une grande sans toi, Olivier. Tu as vu, j'ai bah, c'est très presque pas bien. dit de bêtises. Et non, mais c'était parfait et c'est bien, tu es une chef. Tu as réussi Donc à voilà, donc on tenir le vous coup mettra 40 le minutes, lien. c'est pas Si mal. vous voulez si vous voulez des gens qui n'y comprennent vraiment rien au quantique, vous pouvez les envoyer par là. Normalement, c'est un peu plus compréhensible que tout ce qu'on raconte d'habitude. Eh ben écoute, merci Olivier. Ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on parle encore d'actualité quantique. On revient dans quelques semaines pour la suite, mais on est toujours là et on vous dégote toute l'info. Merci Olivier, bonne soirée. À la prochaine. Ce n'était qu'un résumé de l'actualité, en fait. Oui, ce n'était qu'un résumé, bien évidemment, mais ils n'ont pas 3 heures. Au Voilà, revoir à tous. exactement. Merci de nous suivre.